Les abonnements, les pouces bleus, les commentaires et les partages aident la chaîne à développer son audience. Pour mettre une pièce dans le chapeau de l'artiste, vous pouvez faire un tour sur ma page Tipeee en description. Et qu'est-ce qu'on fait avec ça? Demanda Lyoka en articulant avec difficulté. Et comment ça, qu'est-ce qu'on fait? Artyom se tourna vers lui comme s'il le voyait pour la première fois. Lyoka était affalé sur la banquette arrière. Le masque à gaz remontait sur le front. Un filet de sang s'échappait de sa bouche. Dans sa main, il tenait la bouteille que Savélie lui avait donnée pour se désinfecter. « Passe-moi ça. » Il colla ses lèvres au goulot, mais cela ne l'aida pas. Il eut la sensation que les dents branlantes de Lyoka frottaient contre les siennes. Il regarda le col de la bouteille. Il était maculé de carmin. Il rebut une gorgée. « Allez, c'est parti !» fit Savélie en se calant dans son siège. « Où ça ?» demanda Artyom. « Où ça ? Comment où ça ? On retourne à Moscou. »« Mais de quel retour tu parles ? Quel Moscou ? On file tout droit à Ekaterinbourg, à la maison. »« Maintenant ? » Oui, mon ami, maintenant, avant que ces équarrisseurs ne reviennent. »« Et les autres ? » ?»« Quels autres ? » ?»« Bah, ceux du métro. Les habitants du métro, qu'est-ce qu'ils font ? Qu'est-ce qu'ils deviennent ? » ?»« Mais encore ? » ?»« Bah, faudrait leur dire. Ils doivent savoir que nous sommes pas seuls, qu'on brouillait les ondes, qu'ils peuvent aller où ils veulent. » »« Non mais, aller où on veut, c'est bien ce dont il est question, tu piges pas ? C'est notre chance. Toutes les routes sont ouvertes. Nous avons un réservoir plein et plusieurs jerrycans en réserve. Tout marche comme sur des roulettes. Nous avons récupéré des armes et des munitions en quantité plus que suffisante. C'est maintenant ou jamais. Mais ils vont revenir, les Ouraliens. Ils vont réparer. Et ces brouilleurs marcheront de nouveau. Et tout redeviendra comme avant. Et alors plus personne ne pourra apprendre qu'il y a tout un monde dehors, qu'on peut sortir du métro. Eh ben, tant mieux pour ceux qui ont entendu. Pigé ? Les autres, ils se débrouilleront. Alors, tu viens ? Mais qui aurait pu entendre ? Plus personne ne prend la peine d'écouter. Qu'ils aillent au diable. Comment ça ? Eh ben, comme ça. L'oblast de Sverdlovsk émet sur les ondes. Combien de temps est-ce que j'ai attendu que ça arrive ? Et toi, tu me parles du métro ? Mais on s'en fout du métro. Ça y est, c'est mon jour, il faut y aller. Je l'ai tant attendu ce jour, tant attendu. Voilà des années que je me prépare. Artyom poussa la portière du pied, sortit de la voiture et leva la tête vers les brouilleurs devenus silencieux. Lyoka têtait la bouteille sans rien dire. Savélie tourna le sélecteur de station du poste de radio. On se mit à parler en croassant et en gressaillant. Oui, c'est bien, vous voyez, on y arrive. Hein. La délinquance augmente, la délinquance Elle explose. Ah, les violences, arrêtez de faire peur aux gens. Ah, les violences non crapuleuses, les violences, c'est pas gênant pour vous que ça explose. Madame, si vous étiez un tout petit peu dans la rue... Oh putain, c'est Paris ! S'exclama le stalker. Ça te dirait d'aller y faire un tour ? J'aimerais bien, concéda Artyom. Chez les PD, lâcha Savélie dans un rire gras. Qu'est-ce qui t'en empêche ? Mon père adoptif est dans le métro. Ma femme est dans le métro. Et toute ma vie est dans le métro. Est-ce que je vais les laisser dans l'ignorance ? Est-ce que je vais m'enfuir en les abandonnant derrière moi ? Le stalker tourna la clé du contact. La voiture pétarada. C'est comme tu veux. Dans le métro, je n'ai ni père ni compagne. À part des putes, dans le métro, j'ai personne. Et je doute qu'elle m'accompagne dans ma virée. Elle préfère la pénombre. Et qu'est-ce que t'en sais ? Les putes, les autres. Le sang d'Artyom commençait à s'échauffer. Personne ne resterait dans le métro de son plein gré. Les gens croient qu'ils n'ont nulle part où aller. Ces enfoirés de rouge les ont enfermés dans le métro et ils les y gardent. Ils leur ont caché le reste du monde. Ça te fait quoi, ça ?
Je leur chie dessus. Pardon? Depuis le sommet de la tour Ostankino. Je m'en branle, tu comprends? Je m'en tape des gens, du métro, et de ceux qui les ont enfermés et qui les gardent dedans. Tout ça ne me concerne plus. Et je sais aussi une chose. Si nous restons là encore une dizaine de minutes, on finira en pâté pour chien. Je te le dis, il y en a marre de ce putain d'héroïsme à deux ronds. Attache-toi et on se met en route. Je ne peux pas, dit Artyom après quelques instants de réflexion. Je ne peux pas partir vers ce foutu Paris alors que j'ai... Il faut les faire sortir. Il faut leur dire à tous, on les enfume. Tout ce qu'ils font ne sert à rien. Les tunnels, les conflits, le verre, tu comprends? Tout ça pour rien. L'espace vital, la guerre, les maladies des champignons, les famines. Il y a 40 000 personnes là-dedans. Elles sont encore en vie. Il n'y a pas que mon père adoptif. Il y a les autres, tous les autres. Il faut les faire sortir. Comme tu veux. Artyom se tut. Il tendit la main vers Lyoka et goûta de nouveau ses dents déchaussées. Bah toi aussi, fais comme tu l'entends, finit-il par dire. Et qu'est-ce que tu comptes faire? Artyom sentait sa tête prête à exploser. Il haussa les épaules. Je vais rester ici. Je vais essayer de casser les antennes. Comment? J'en sais rien. Il y a peut-être des grenades ou quelque chose comme ça. Ouais. Il lui faudrait des grenades servies sur un plateau. Bon. Pourquoi je m'échine? Si tu veux crever, ce sera sans moi. Artyom acquiesça. Allô? Le galérien? Lança Saveli à Lyoka. Et toi, t'es avec qui? Pour l'instant, Vereft, dit le premier apôtre aux lèvres ensanglantées. Ne fais rien faire un coup de tête. Allez donc au diable tous les deux, grogna Saveli. Laisse-moi au moins jeter un œil à ton épaule. M'avais cru comprendre que tu étais préfet? J'ai de l'alcool et des bandages. Et toi, t'es cul nu. Lâcha Saveli en soupirant. À ta place, je ferai pas le difficile. Tiens, des analgésiques à bouffer. Ils sont périmés, mais comme disent les médecins, l'important c'est d'y croire. Considère ça comme un cadeau d'adieu. La balle avait traversé la chair. On arrosa la plaie d'alcool et la banda. Tout allait bien se passer. On donna à Lyoka de quoi se rincer la bouche, et il eut foi dans les analgésiques. Tu mets ton nez où il faut pas, dit le stalker à Artyom. Ça te démange de sauver tout le monde. Saloperie de cow-boy solitaire. Artyom n'avait aucune envie d'en débattre. Saveli claqua les portières, s'assit au volant, se retourna. Quand la voiture s'apprêta à franchir le portail, il freina une dernière fois et sortit la tête par la fenêtre. « Vous allez vous faire tuer, débile !» Tant pis, répondit Artyom au nuage de fumée bleue qui lui arrivait à la figure. Ils refermèrent le portail à la main. Combien de temps allait-il tenir lorsqu'on lancerait l'assaut? 3 minutes? 5? Pourquoi t'es resté, toi? Bah, partir à quoi Farim? On fait fauter faites merde vite fait, et vous, à la maison. Peut-être même qu'on réussira à paffer. Je vais chercher avec quoi on pourrait les... Artyom, j'arrive pas à comprendre à quoi servent les brouilleurs, en fait. Demande au rouge. Peut-être pour que tout le monde à l'extérieur sache qu'ils tiennent le métro, qu'ils sont le pouvoir moscovite. Ou peut-être qu'ils préparent une frappe contre la Hanse avec une aide extérieure. T'as vu la débauche de technologie? Crois-tu que quelqu'un dans le métro en détienne encore une semblable? Et tout le terrain au-dessus de Teatralnaya, se dit-il à lui-même. Ces gens-là ont abattu les fascistes. Ils portaient des combinaisons militaires.
Est-ce que c'est la guerre? Il venait de fournir une explication à Lyoka, mais lui-même peinait à comprendre comment tout cela était possible. Comment pouvait-on garder 40 000 personnes sous terre? Qu'est-ce qui justifiait une telle conduite? Il aurait bien aimé qu'on lui expliquât. « Monte sur le toit. Il y a une mitrailleuse là-haut. Surveille la route. » Il claudiqua une fois de plus à côté de l'opérateur radio. « Où est-ce que vous rangez vos grenades ?» Le magasin d'armes était vide. Tout avait été pris pendant l'alerte. Impossible de rien cacher dans les salles communes. Dans la première pendaient des hamacs. La seconde faisait office de réfectoire. En passant devant celle des pupitres, il y promena le regard. Tous les indicateurs lumineux étaient éteints. Il régnait un profond silence. La poussière flottait. Artyom n'avait qu'un seul regret. Quand tu te mettras à écouter les ondes sans brouillage, Sviatoslav Konstantinovitch, vieux birbe, il n'y aura plus personne auprès de qui t'excuser. J'aimerais bien arriver jusqu'à Moscou en vie, juste pour m'asseoir près du poste avec toi. Voilà pour toi, beau papa, pour clore notre conversation. Bien sûr, je suis schizo, ouais, un vrai psychopathe. Et surtout, je ne mérite pas ta petite fille chérie. Seulement voilà, Sviatoslav Konstantinitch. Écoute bien. Si, écoute, ne fais pas cette grimace, hein? Oui, c'est Saint-Pétersbourg. Et ça, c'est Paris, oui. Oui. Et ça là, c'est de l'anglais. Là, t'as raison, ouais, c'est Vladivostok. Comment ça se fait? Eh ben, voilà comment. La ligne rouge, on ne sait pas exactement quand, a mis en marche des brouilleurs. Des brouilleurs, Sviatoslav Konstantinitch. Eh oui. Et toi, tu sais exactement ce que c'est. Contrairement à moi, pas vrai? T'as beau le savoir, tu l'as laissé passer. Nous pensions qu'ils s'étaient brisé les dents sur l'ordre. Nous pensions que le bunker leur avait coûté le prix fort. Et nous avons perdu la moitié des nôtres pour empêcher ce bunker de tomber entre leurs mains. Mais peut-être qu'ils n'en avaient rien à cirer de notre bunker. Peut-être que leur plan avait des visées bien plus importantes. Peut-être même, Sviatoslav Konstantinitch, que le bunker n'était que de la poudre aux yeux pour détourner notre attention, pour nous saigner à blanc, pour que nous ne voyions pas le principal. Hein? Il prit le masque de l'opérateur radio pour remplacer le sien, sortit du bâtiment, le contourna et se dirigea vers les antennes. Leurs racines métalliques plongeaient dans le béton, et elles étaient tenues par des câbles tendus de tous les côtés. Impossible de les faire tomber. La plus proche disposait d'une échelle en ferraille. Il l'escalada pour estimer le temps qu'il leur restait. « T'as laissé passer tout ça, Sviatoslav Konstantinovitch. Les brouilleurs, les Ouraliens, la guerre. Tu vieillis, papounet. Oh, bien sûr, tu n'es pas obligé de me croire. Après tout, je suis fêlé. Mais écoute ce qui se passe sur les ondes. Écoute et dis-moi, quelle est donc désormais la mission de notre ordre? Continuer à mélanger de la merde de porc ou reconduire les gens vers la surface? Laisser crever nos gars pour que les gens deviennent des morlocks? Ou aider ce qu'il reste de survivants à trouver un lieu où les radiations seraient supportables? Un endroit où ils pourraient vivre? Pourquoi je fais ça? Pourquoi je fais ça? Pour rien. Je ne serai pas Moïse, Sviatoslav Konstantinovitch, et je n'en ai rien à cirer, pour tout vous dire. Je veux seulement faire le beau devant une traînée. Je n'aurai pas le temps d'être Moïse. Dans 3 semaines, c'est la quille. Dans 3 semaines, je retourne là-bas, au mois de mai, voir les canards et manger de la glace.
Mais toi, tu le pourrais. Tu le peux, oui. Car il n'a jamais été dit qu'au casting des Moïse, on ne prenait pas les handicapés. Hein? D'accord, va au diable. Son genou cassé refusait de se plier. Il dut crapahuter vers les cieux comme il était sorti de l'enfer, en claudiquant, en sautillant, en se hissant. Il poursuivit son ascension jusqu'à ce que la cour intérieure fît la taille d'un paquet de cigarettes. Un méchant vent d'altitude s'efforçait de lui faire lâcher prise et de l'emporter au loin. La structure oscillait, malgré les filins d'ancrage. En regardant en bas, il vit Lyoka, pas plus grand qu'une poupée, l'excavateur aux dimensions d'un gros jouet. Plus loin, entre les arbres, il aperçut le bac à sable aux cadavres et les éoliennes minuscules. À l'ouest, vers la ville, des immeubles aux yeux crevés cachaient la chaussée. À l'est, en revanche, une vue dégagée s'ouvrait jusqu'à l'horizon. Il ne vit nulle trace de Savelli, trop pressé de rentrer chez lui. Quelque chose d'autre pourtant attira son attention. De petits scarabées qu'on distinguait à peine avançaient au loin sur la route. Dommage que le stalker eût emporté son fusil à lunettes. Était-il possible que ce fussent des hommes? À l'heure qu'il descendait, des questions affluèrent dans sa tête. Et où étiez-vous donc avant, tous les autres? Pourquoi n'êtes-vous jamais arrivé jusqu'à nous? Bon, en ce qui concerne la radio, je peux le comprendre aisément. Les Rouges ont installé des brouilleurs pour que personne dans le métro ne puisse entrer en contact avec d'autres villes. Du coup, les ondes sont muettes. Bien. Mais, s'il existe des régions habitables où des gens vivent, est-il possible que personne n'ait jamais essayé de rallier Moscou, en voiture? Il n'y avait aucun étranger dans le métro moscovite. Ni Artyom, ni aucune de ses connaissances n'en avait jamais rencontré. Comment était-ce possible? Nous ne savions rien de vous. On nous a bouché les oreilles, bandé les yeux avant de nous enfermer sous terre. On nous a dit de nous rendre utiles là où nous étions nés. Mais vous fichiez-vous de nous à ce point? Il sauta à terre, le genou valide en avant, et se traîna jusqu'au poste de garde, à la recherche de grenades. « Alors ?» lui cria Lyoka. « Il y a des gens sur la route. Ils arrivent de la campagne. Ne les quitte pas des yeux. » Étaient-ce des habitants d'une autre ville, ou une mission de reconnaissance qui revenait vers l'avant-poste? On le saurait bientôt. Très bientôt. Il allait arriver au poste de garde quand il eut une révélation. L'excavateur. Avec un tel engin, il était possible de déraciner les brouilleurs, pour peu qu'il fonctionnât encore. Il changea de trajectoire et sautilla jusqu'au monstre, dans les traces laissées par les chenilles. La peinture orange était écaillée, les vitres de la cabine étoilées. La portière ne se fermait plus, et le bras mécanique reposait au sol, appuyé sur la pelle, comme un homme ivre à la figure posée contre un oreiller. Était-il encore en état de marche? Il escalada la chenille et se glissa dans la cabine pour voir à quoi elle ressemblait. Elle ne ressemblait à rien. Le volant brillait par son absence, remplacé par des leviers. Le premier était coiffé d'une boule de verre contenant une mouche, et le second d'un crâne en métal. Au plancher, il y avait des pédales. Sur le tableau de bord, une rangée de boutons. Le commutateur d'allumage était obstrué, mais des fils électriques dénudés dépassaient de sous un cache. Devait-on les connecter ensemble?
le rouge avec le rouge, le bleu avec le bleu. Alors, est-ce que vous saviez faire marcher cette ruine ou pas? Il tressa les embouts dénudés. Quelque chose se réveilla à l'intérieur de la bête métallique, qui s'ébroua, trembla et expira une fumée noire. Artyom posa un pied hésitant sur une pédale, voulut appuyer, mais les spasmes qui secouaient l'engin cessèrent. Il s'apaisa et mourut. Avait-il fait quelque chose de travers? Il eut soudain très chaud sous sa combinaison. « Ce n'est pas moi qui l'ai cassé. » Il examina le tableau de bord fissuré. L'aiguille de la jauge de carburant léchait le zéro tant elle avait soif. Voilà qui expliquait tout. Il entendit de nouveau le grincement des éoliennes qui lui écorcha les oreilles et les nerfs. Les oculaires de son masque à gaz se couvrirent de buée. Le temps filait, et il ne savait toujours pas comment procéder. C'était une mauvaise idée de rester, pour lui et son premier apôtre. Il fit le tour de l'excavateur, trouva la trappe à carburant et cria à l'intérieur. L'écho lui répondit. « Saloperie !» Il sautilla jusqu'au poste de garde entré dans la jambe. Peut-être y trouverait-il quelque chose d'utile. Un lance-grenade, par exemple. Non, il n'y avait là aucune arme. Seulement 2 hommes. Un sur le seuil qui rampait vers la cour, et l'autre à l'intérieur qui regardait le plafond. Ni l'un ni l'autre ne portait d'explosifs sur eux. Il ne leur aurait été d'aucune utilité. Savelli avait raison. Artyom ne ferait rien à ces antennes. On les avait érigées là. Elles s'y dressaient, et s'y dresseraient encore pendant longtemps. Les Ouraliens, ces hommes sans appartenance, reviendraient, fusilleraient 2 pauvres imbéciles égarés, jetteraient leurs dépouilles aux chiens pour qu'ils s'abîment les dents sur le plomb, remplaceraient les fusibles, ressoudraient les fils arrachés, et les antennes, capables d'atteindre l'autre bout du monde, reprendraient leur chœur de chuchotement qui étoufferait tous les cris. Quant à ceux habitués à la vie souterraine et à un globe désert, ils n'auraient pas à remettre en cause leur certitude, puisqu'ils n'auraient pas le temps d'entendre quoi que ce fût. En un clin d'œil, la radio reprendrait leur émission tuberculeuse préférée. Le monde était apparu l'espace d'un instant, et était mort de nouveau. Ils redeviendraient normaux, et Artyom fou. « Alors !» cria Alioka depuis le toit. « Alors rien! Rien pour l'instant !» répondit Artyom. Pour l'instant. Il n'était pas encore trop tard pour partir, quitter cet endroit maudit, se cacher des Ouraliens qui arriveraient en trombe en se faisant passer pour des passagers desséchés d'une carcasse rouillée, ramper dans le fossé jusqu'à Moscou, et une fois là-bas, se débrouiller, tenir encore 3 semaines, ou peut-être 2. Retour dans le bâtiment principal. Nouveau passage devant la salle des transmissions, et dans les chambres, à claquer des portes et distribuer des coups de pied aux armoires. Où y a-t-il quelque chose d'utile ici? Comment pourrais-je te détruire, saleté? Comment t'anéantir? L'opérateur muet le gênait dans ses déplacements, et il le dégagea de son chemin. L'autre, pour se venger, laissa derrière lui une traînée rouge. Artyom ressortit. Où n'avait-il pas cherché? Il contourna les bâtiments par derrière, passa les buissons au peigne fin. Puis il rebroussa chemin vers le poste de garde. Le téléviseur montrait un scintillement gris semblable à la réalité, mais légèrement déformé. Si seulement il y avait de l'électricité.
On pourrait au moins surveiller le périmètre. S'il y avait de l'électricité, on pourrait... Artyom marcha jusqu'au poste électrique. Il ouvrit grand la porte et la cala pour éviter que le vent la refermât. « Désolé, je me suis emporté tout à l'heure. Serait-il possible de remettre l'assemblage en ordre? S'il y avait de l'électricité, on pourrait... La seule chose qu'on pourrait faire, sur toutes les longueurs d'onde. » Vous chuchotez sur les ondes, pas vrai? C'est ainsi que vous travaillez, non? Saloperie! Sur toutes les longueurs possibles, les courtes, les moyennes et même les longues. Vous chuintez, vous susurrez, vous aveuglez, vous étouffez les mots, la musique, les appels. Mais s'il est impossible de vous détruire, peut-être peut-on vous apprendre à parler. Ses doigts bardés de caoutchouc étaient malhabiles. Son ombre opaque bloquait la lumière et l'empêchait de voir. Les oculaires du masque à gaz ruisselaient de condensation. Qu'avait-il cassé par ici? Artyom entreprit de renouer les fils déchirés, de remettre en place les fusibles, et leur demanda de fonctionner de nouveau. Rien n'y fit. La lumière resta éteinte. Les éoliennes grinçaient, mais la lumière se faisait désirer. « Lyoka !» cria-t-il en sortant dans la cour. « Est-ce que tu piges quelque chose en électricité ?»« Pourquoi ?»« Descends voir un truc, une seconde !» Le broker le rejoignit au bout de 2 longues minutes. « Fais-toi café fa ?»« Vandale !»« T'y comprends quelque chose ?»« Ouais. Vous voulez devenir électricien ? Mais tout le monde s'en fifait. Là aux filles à la mafia. » Artyom regarda dehors et passa la figure entre les barreaux de la grille d'entrée. La route était déserte. Ceux qui l'avaient vue au loin n'étaient pas encore arrivés, à moins qu'ils n'eussent manqué le virage. Le premier apôtre s'affairait toujours devant le tableau électrique. Il changeait les fusibles de place et marmonnait dans sa barbe. Une ampoule nue pendait sous le plafond, morte. Rien ne jaillissait de son bulbe. « Allez, laisse tomber, d'accord? Oublie ce que je t'ai demandé. C'est pas ton truc. On rentre à la maison. » Cependant, un regard las vers la palissade grise de béton lui fit prendre conscience qu'il n'y avait pas de retour possible dans le métro. Cet endroit était un piège, un attrape-souris. Il n'avait éprouvé aucune difficulté à s'y introduire, mais il n'en sortirait jamais. Des tentations se présenteraient sans cesse, jusqu'au déclenchement du ressort qui lui briserait la colonne vertébrale. « Et fais quoi mon truc ?» demanda Lyoka. « Vendre de la merde à 10 cartouches le faux ? Bats-toi, tu me casses la lumière !»« T'es vraiment une brute !» lui dit Artyom. « Je te fais apôtre, et toi, tu jures. Ah, t'es un marrant, toi. Viens que veut fave de toi, mon apôtre. Ma mère m'a prédit un avenir radieux, tu fais. » Lyoka accrocha quelque chose de ses ongles. Ils entendirent un cliquetis, et la lumière fut. Le cœur d'Artyom fit un bond dans sa poitrine. Il prit Lyoka dans ses bras, et le serra de toutes ses forces. « Voilà! C'est toi notre sauveur! Toi! Pas moi! Surveille la route! » Il claudiqua jusqu'au centre radio. Une ampoule était allumée dans l'entrée. Il accéléra le pas vers la salle des transmissions et s'y installa sur une chaise à roulettes. Bon, qu'y a-t-il d'écrit sur ces boutons? Apprenez-moi ce langage. Il s'obligea à prendre une profonde inspiration, cligna des yeux et étudia les inscriptions de manière systématique, de haut en bas et de droite à gauche. Il avisa une manette surmontée d'un Gen Int EM UHF, qu'il traduisit par générateur d'interférences. Il l'abaissa.
D'autres manettes semblables étaient disséminées sur le tableau de commande artisanal. LF, MF, toutes les fréquences possibles. Il réitéra l'opération pour chacune. Puis il se coiffa du casque et balaya les ondes. Subsistait-il des sifflements? On dirait que j'ai réussi à chasser les serpents. Et maintenant je fais quoi? Les antennes se dressaient en une forêt métallique derrière la fenêtre, chacune entourée de câbles lianes dont elle tirait sa sève. Leur nombre s'expliquait par le besoin de faire taire simultanément toutes les voix lointaines. Cela signifiait-il qu'il pouvait remplacer ses voix par la sienne? Ses doigts parcoururent la console de nouveau. Il devait activer l'émission sur toutes les fréquences. Artyom effleura le microphone intégré à son casque, le plaça devant ses lèvres, suivit le fil qui en partait jusqu'au tableau de commande, y trouva un bouton surmonté d'un voyant lumineux. Il l'enfonça et tout sauta dans ses oreilles. Pas seulement ses oreilles, celles de toute la planète. Il se figea puis se défit de son masque à gaz. C'était la condition sine qua non pour qu'on l'entendît distinctement. Tous les habitants de la planète. Chacune de ses paroles. Il passa la langue sur ses lèvres gercées. Ici Moscou, vous m'entendez? Saint-Pétersbourg, Vladivostok, Voronezh, Novosibirsk. Ici Moscou, nous sommes vivants. Je ne sais pas si vous nous entendiez avant. Nous ne vous entendions pas. Nous nous croyions les seuls survivants. Nous pensions qu'il n'y avait plus personne, plus rien ni personne, comprenez-vous? Comment pourriez-vous le comprendre? Durant tout ce temps, vous discutiez les uns avec les autres. Mais nous sommes là. Et Dieu merci, vous avez survécu. Vous êtes là. Vous chantez des chansons. Comment allez-vous? Nous, pendant toutes ces années, nous étions sous terre. Nous n'osions pas sortir le nez dehors. Nous pensions que nous n'avions nulle part où aller. Vous imaginez ça? Nous ne recevions aucune émission radio. Nous ne recevions rien. Des enfoirés avaient installé des brouilleurs, ici, à Moscou, à Balachika. Ils vous ont dissimulé à nos oreilles. Nous étions sourds et aveugles, et voilà 20 ans que nous vivions ainsi. 20 ans! J'en ai 26. Je m'appelle Artyom. J'ai passé le plus clair de ma vie dans une cave, dans le métro. Avez-vous essayé de nous trouver? Moi, je vous ai cherché. Nous vous avons cherché. Nous pensions que le monde était carbonisé, qu'il n'y avait nulle part où aller, où ramper. Et pourtant nous cherchions, nous espérions. Comment allez-vous? Chez vous, on danse. Oh, comme je voudrais y aller. Chez vous. Est-ce qu'on peut y respirer sans masque à gaz? Comment est l'air dans votre région? Nous ne savons rien de vous. Voilà 20 ans qu'on croupit ici. Je sais même plus pourquoi. Je comprends pas pourquoi nous vivons ainsi. Dans l'obscurité. Dans le béton. Nous allons trouver ceux qui nous ont condamnés. Nous allons casser tous ces putains de brouilleurs. Nous serons réunis de nouveau. Ici, Moscou, nous vous rejoindrons. Nous rejoindrons le monde. Nous sommes vivants, vous m'entendez? Vous êtes en vie. Et nous aussi. Des membres de vos familles sont peut-être parmi nous. Nous sommes 40 000 à avoir survécu. Et chez vous? Nous allons redevenir un pays. Nous allons vivre à la surface, comme avant, en être humain. Je voulais dire tant de choses. Je les ai imaginées 100 fois, mais maintenant, j'ai la tête vide. J'ai tout oublié. Ce qui m'importe, c'est que vous m'entendiez. Je vais rester ici à vous parler,
aussi longtemps que je le pourrai. Puis, on me tuera, sans doute. Ceux qui ont installé ces brouilleurs, ceux qui nous ont exclus du monde, ils vont revenir. Nous allons essayer de tenir autant que possible. Mais nous ne sommes que 2. Alors que eux, les rouges. Ce qui est important, c'est que vous ne vous fiez pas aux apparences. Ceci n'est pas une blague. Ce n'est pas un canular, je suis bien réel. Je m'appelle Artyom. Si on me tue, d'autres moscovites entendront, et ils feront sortir tout le monde du métro. Es-tu là, Moscou? La Hanse? Police? Tous ceux qui n'ont pas oublié? Qui d'autre écoute? Je ne suis pas le seul de mon espèce. On nous a menti. On nous a trompés. Ça fait longtemps qu'on aurait dû quitter notre abri, aller où bon nous semble, où le cœur nous en dit. Paris ou Ekaterinbourg. Les rouges nous ont tout caché. Pourquoi? Pour qu'il n'y ait plus d'espoir? Je ne sais pas pourquoi. Je suis incapable de le comprendre. Désormais, nous pouvons vivre, tout simplement. Remonter à la surface et vivre, comme jadis, comme des hommes, comme il se doit. Vivre. Entendez-vous? Je ne suis pas fou. Ils sont tous là. La Russie tout entière, l'Europe, l'Amérique, tout le monde. Écoutez par vous-même. Ils sont là. Et désormais, nous aussi. Il coupa le micro, laissa les autres villes parler par elles-mêmes, enleva le casque. Avait-il prêché dans le néant? Ou bien quelqu'un l'avait-il entendu? Il ne le savait pas. Il avait assez parlé. Qu'ils écoutent par eux-mêmes maintenant. Qu'ils écoutent parler le monde. Artyom, des types sont arrivés. Artyom. Artyom s'empara de sa kalachnikov, enfila son masque à gaz, sortit du baraquement en claudiquant, et pointa le canon de son arme dans un nuage de poussière que le vent brassait. Devant le portail grillagé se tenaient 3 hommes. Tous 3 levaient les bras pour montrer qu'ils n'étaient pas venus se battre. Leurs masques à gaz, d'apparence rustique, étaient baissés et pendaient sur leur poitrine. Leurs combinaisons de protection, de confection artisanale elles aussi, ne pendaient pas comme des sacs, à l'instar des tenues militaires. Elles étaient ajustées à la morphologie de chacun. Les 2 plus jeunes se ressemblaient comme des frères. Quant au 3e, c'était une montagne d'hommes barbus aux cheveux longs, grisonnants, attachés en catogan sur le haut du crâne. Les 2 genoux échangeaient des regards en souriant. « T'as vu? Y a des gens, finalement. Je t'avais bien dit que je les avais entendus. » dit l'un d'eux en regardant son aîné d'un air satisfait. « Bonjour, » dit l'autre d'une voix calme et posée. Artyom ne baissait pas son arme. Il les observait. Les jeunes avaient le teint frais, leur chevelure était entretenue. Ils avaient posé leur pétoire artisanal sur l'asphalte. Leurs mains étaient vides. De derrière la grille, Artyom aurait pu les faucher tous les 3 d'une seule rafale. Mais cette perspective ne semblait même pas avoir effleuré l'esprit des nouveaux venus. Les jeunes se souriaient l'un à l'autre et à Artyom, comme des crétins, comme des non-moscovites. Leur père avait un regard serein, d'où la peur était absente. Il avait des yeux bleus dont l'âge n'avait pas délavé la couleur. Son oreille gauche s'ornait d'un anneau. « Qui êtes-vous » demanda Artyom à travers sa trompe. « Est-ce que nous sommes arrivés à Moscou »
lui demanda le barbu. Nous nous y rendons. C'est Balachika, ici. Qu'est-ce que vous nous voulez? Rien, répondit l'autre posément. Mes deux garçons se sont mis en tête qu'il y a des survivants à Moscou, qu'ils appellent à l'aide. Alors voilà, nous sommes venus. D'où? D'où venez-vous? De Mourom. Mourom? C'est une ville entre Vladimir et Nijni Novgorod. Combien de kilomètres d'ici? 300, grosso modo. Vous avez fait 300 kilomètres pour venir ici? À pied? Mais qui êtes-vous? Moi, c'est Arseny, fit le barbu. Celui-ci, c'est Igor. Et celui-là, Mikhail. Mes fistons. Igor m'assure qu'il a capté un signal radio émanant de Moscou. Mais chez nous, on considère que toute la ville est brûlée. Alors il a commencé par convaincre son frère, puis ils s'y sont mis à deux, pour me convaincre à mon tour. Mais pourquoi? Comment dire? On a entendu à la radio des appels à l'aide. Nous cherchions à trouver d'autres survivants. Et laisser les gens dans la panade, c'est pas très chrétien. Mais je vois que vous vous en sortez très bien sans nous. Est-ce qu'on pourrait vous demander du thé? Nous avons fait pas mal de chemin. Restez où vous êtes. Excusez-moi, fit Arseny en laissant échapper un petit ricanement. C'est un site stratégique gouvernemental ici? C'est un... Artyom se retourna très vite vers Lyoka, qui leva une main en guise de réponse. Tout était sous contrôle. Oui, c'est un site stratégique. Vous n'avez pas vu une voiture sur la route? Si. Une qui roulait à notre rencontre. Nous lui avons fait signe, mais elle est passée en trombe. Vous lui avez fait signe? Oui, pour qu'elle s'arrête. Nous voulions nous faire préciser la route. Pour qu'elle s'arrête? Artyom pouffa. Ça ne se fait pas chez vous? De prendre les gens en stop? Artyom se tut et tendit l'oreille. N'y avait-il pas des troupes cachées dans les parages? Vous avez marché 300 kilomètres pour venir sauver des inconnus. Vous pensez que je vais vous croire? D'accord. On se passera de thé, hein? Allons-y les garçons. Mais non papa, mais qu'est-ce que tu racontes? On ira où? Igor, ne discute pas. Mais demande au moins ce qu'on trouve à Moscou. Est-ce qu'il y a vraiment des gens en vie? Ou... Vous savez, monsieur, je m'y entends en radio. Et je vous jure que plusieurs fois j'ai capté des messages du genre Ici Moscou, répondez. Saint-Pétersbourg, répondez. Rostov. Qu'est-ce que c'était d'après vous? Qu'est-ce que c'était? Répéta Artyom. Il laissa son regard glisser sur le trio, sur leur accoutrement singulier, leurs bras levés, sur leur masque à gaz. Au lieu de deux oculaires ronds, ceux-ci avaient une pièce de verre unique. Il s'y vit, derrière le grillage, avec sa figure de résine verte percée de deux yeux ronds vitreux. Il s'y vit ivre, blessé, bourré d'analgésiques. Il regarda dans l'œil du canon qu'il braquait sur lui-même. Le souvenir des Noirs lui revint à cet instant, le souvenir du jour où il était au sommet de la tour Ostankino. Pourquoi? Croire ou ne pas croire? Attendez! Il entra dans la guérite et lentement, pensivement, pressa le bouton qui commandait l'ouverture des grilles. Il les entendit grincer. Ils ne sont que trois. Ils se tenaient toujours immobiles, les bras levés, les armes à leurs pieds. « Venez !» Ils échangèrent des regards sans bouger d'un pouce. « Entrons. Vous pouvez prendre vos armes. Je vais vous parler de Moscou. Et il y a des cadavres à l'intérieur, mais n'ayez pas peur. » Je vous demande pas de me croire.
À votre place, j'y répugnerai. J'ai beau le dire à voix haute, moi-même j'ai du mal. J'arrive pas à comprendre. Je le sais, et pourtant j'y arrive pas. Mais c'est cool! Igor ou Mikhail en frappa dans ses mains. Ça, c'est la vraie vie! Et tu nous montreras le métro? Parce que chez nous, c'est un peu le trou du cul du monde. Il s'y passe jamais rien. Artyom ne répondit pas. Et donc, dit Arsénie en tirant sur l'anneau fiché dans son oreille, vous allez rester ici jusqu'à ce qu'on vous tue. Il le faut. On tiendra le temps qu'on pourra. Voilà, vous savez tout de Moscou. Ils n'ont peut-être pas eu le temps de lancer l'alerte pendant qu'on leur donnait l'assaut, mais maintenant ils nous ont entendus, c'est certain. Ils vont pas tarder. Rentrez chez vous. Cette affaire ne vous concerne pas. Et un jour, vous pourrez revenir si le cœur vous en dit, quand ce sera fini. Et puis évitez la route. Arsénie ne bougeait pas. Igor et son frère gigotaient sur leur chaise à l'assise trop rigide, en lorgnant d'un œil envieux en direction de leur père qui fumait avec Artyom. Ni l'un ni l'autre n'osait réclamer du tabac. « J'ai pas envie de rentrer, papa », protesta de sa voix de basse un des garçons. « Et si on restait? Je pourrais donner un coup de main. »« Ça n'a pas de sens, » dit Artyom. « Je sais même pas combien ils sont. Peut-être une vingtaine, peut-être plus. Ce qui est sûr, c'est qu'ils seront prêts. Même à 5, nous ne pourrons pas tenir. Quant à la ligne rouge, il y a des milliers de personnes qui y vivent. Ils ont une armée, une véritable armée. On reste. Hein, papa? Partez. C'est mieux ainsi. Partez et racontez notre histoire chez vous, à Mourom. C'est vrai qu'on peut respirer sans masque chez vous? Oui. Et les légumes? Ils poussent, normalement? Nous les protégeons de la pluie. Les pluies sont dangereuses. Nous filtrons l'eau. Mais sinon, oui. On a des tomates, des concombres. Les tomates, c'est parfait. C'est curieux d'entendre parler de communistes et de fascistes. On se croirait revenu un siècle en arrière. Artyom se contenta de hausser les épaules. Une question le tourmentait. Comment n'avait-il pas vu au premier coup d'œil que ces trois-là ne pouvaient pas être des éclaireurs de l'avant-poste? Ils n'avaient rien en commun avec les gens du métro. Rien. Comme s'ils débarquaient de la planète Mars. Et vous, croyez en quoi là-bas? Nous vivons dans un monastère, pas dans la ville même. C'est un vieux monastère, très beau, construit au bord d'une rivière. Le monastère de la Sainte Trinité. C'est une véritable forteresse, tu sais. Une forteresse aux murs blancs et aux coupoles bleu-azur. Un monument étonnant. Là-bas, il est impossible de ne pas croire en Dieu. Sinon, c'est plutôt en nous-mêmes qu'on croit, lâcha un des garçons. Vous avez de la chance, leur dit Artyom, parce que nous n'avons ni monastère ni nous-mêmes. Il ne nous reste plus rien. Arsénie éteignit son mégot dans une boîte de conserve qui avait en son temps accueilli du poisson préhistorique, et se leva. « C'est toi qui dois raconter cette histoire. C'est à toi de l'apprendre à tout le monde. Et tu perds ton temps avec nous. Va. Je vais vous raccompagner. Pas la peine. Toi, va parler. Quant à nous, nous allons faire en sorte que tu puisses le faire le plus longtemps possible. » Un véhicule! On le voit de là-haut! Quelqu'un arrive! Est-ce que c'est eux? Le vent se fatigua, et les grincements se turent. Le silence tomba dehors. Un silence ouaté, comme sur Sadovoï Koltso. Dans cette quiétude, on entendit au loin le bourdonnement fluet des moteurs inoffensifs. « Combien sont-ils » demanda Artyom, et sans attendre la réponse,
il grimpa de nouveau vers les cieux. Ils apparurent brièvement dans l'interstice entre deux immeubles, pour disparaître de nouveau. Il avait eu le temps d'en compter 3 camions blindés, mais il y en avait peut-être davantage. Il en vit 2 de plus. 5 camions blindés roulaient de Moscou vers le centre radio. Les ruines calcinées avaient masqué leur progression et empêché le vrombrissement des moteurs de les trahir. Il ne leur faudrait pas plus d'une dizaine de minutes pour arriver sur les lieux. Combien d'hommes un tel convoi pouvait-il transporter? Une 50aine, sans doute. Les véhicules étaient pourvus de tourelles, mais la troupe devait également compter dans ses rangs des tireurs d'élite. Face à un assaut coordonné, Artyom et les siens ne tiendraient que le temps d'un clin d'œil. Il n'y aurait pas de prisonniers, que de la pâtée pour chien. 10 minutes. Cela signifiait qu'il devait descendre. Le temps était venu pour une ultime transmission. Avoir le temps de tout dire. Arsénie, ses fils et Lyoka allaient payer chèrement le peu qu'il aurait à sa disposition. Il n'avait plus le droit aux digressions. Quelqu'un le captait-il? Moscou n'avait pas répondu une seule fois. Et pourtant, nul besoin de matériel d'émission pour l'entendre. Un récepteur suffisait. Qu'ils se taisent donc, pourvu qu'ils écoutent. Il y eut un vrombissement dans le lointain. Artyom se tourna vers sa source et tendit l'oreille. De l'Est, du néant de la Russie, un point filait à toute allure vers l'avant-poste, en soulevant derrière lui un nuage de poussière. La distance qui le séparait du croisement était plus grande que celle des poids lourds, mais sa vitesse aussi. Qui était-ce? Il était plus que temps de descendre, mais Artyom était incapable de quitter ce point des yeux. C'était gris, argenté. Ce n'était pas un point, mais une sorte de voiture cartouche allongée. Un break. Savelli. Ses jambes glissaient sur les fines armatures métalliques tant il se hâtait pour descendre. Les effets du cocktail d'alcool et d'analgésique s'estompaient, et il devenait plus difficile de se mouvoir. Il perdit plusieurs précieuses secondes. Il voulut expliquer à Igor Mikhaïl ce qu'ils avaient à faire, mais comprit qu'il gagnerait du temps à agir lui-même. Les frères attendaient dans la cour, excités, effrayés, radieux. « Montez à l'étage, installez-vous aux fenêtres », leur ordonna-t-il. « Lyoka, couvre la route. » Il ouvrit le portail, et au lieu de lancer sa dernière émission radio, courut sur la chaussée. Ils n'étaient que 5, et Artyom devait parler sur les ondes. Mais si Savelli arrivait à temps, à lui seul il compterait pour 2. Seulement, était-ce bien au centre qu'il revenait? Qu'avait-il oublié? Le sang lui martelait les tympans. Les camions formaient une droite parfaite et roulaient tout phare allumé sans se soucier de discrétion. De la direction opposée, comme pour provoquer une collision frontale, au ras du sol, fusait un break japonais. Un hachoir à viande était arrêté, en attendant une nouvelle livraison de chair humaine. Artyom fit de grands signes à Savelli. « Accélère, on t'attend !» Puis il rebroussa chemin pour se mettre à couvert. Le hurlement des camions blindés s'entendait distinctement quand des pneus crissèrent sur l'asphalte de la cour. La japonaise était arrivée la première en dérapant dans le virage et en franchissant le portail qui se refermait in extremis. C'était bien Savelli. « J'ai décidé de remettre les congés à plus tard.
dit-il alors qu'il fourrageait dans son coffre pour en sortir une mitrailleuse. On finit le boulot, et je me remets en route. Artyom voulut le prendre dans ses bras, et l'embrasser sur sa peau fripée. Putain d'héroïsme à la con, dit-il au lieu de cela. T'inquiète, on siphonnera le carburant de leur camion. Du carburant? Répéta Artyom. Tu roules au diesel? Ouais. Donne-moi un jerrycan. Quoi? Donne-moi un jerrycan de carburant. Donne-moi du carburant. Il arracha des mains de Savélie le conteneur en plastique rempli d'un liquide trouble et claudiqua vers l'excavateur comateux, en regardant tout autour de lui pour essayer de deviner par où sur le mur leur assaillant ferait leur entrée. Passerait-il par le même endroit que lui? Aval. Artyom versa l'arc-en-ciel liquide dans le gosier desséché de l'excavateur. Toi aussi, tu en voulais, pas vrai? Même avec des débris dedans, même coupé au sang. Il faut faire le ménage après soi. Les 100 grammes du combattant, et c'est parti. Qu'est-ce que t'as? Demanda Savélie, qui se tenait au pied de l'engin. Balancez ces antennes à tous les diables! Artyom noua prudemment les fils du démarreur en priant silencieusement, comme s'il manipulait une mine. Les camions hurlaient. Ils étaient tout près, dans le virage. Puis ils se turent. Débarquait-il la section d'assaut? Artyom écrasa l'accélérateur. « Allez, allez !» Un spasme parcourut l'excavateur. L'engin s'ébroua, grogna, se réveilla et prit vie. La cabine était pleine de leviers, deux devant et deux de chaque côté du siège. Il en actionna un. Le bras fusa vers le ciel. Il en effleura un autre. Les dents de la pelle mordirent dans le mur d'enceinte. « Ces deux-là! Ces deux leviers, là !» lui hurla Savélie. « Ceux de devant! C'est comme dans un char !»« Descends de là, crétin! Laisse-moi faire !» Il gagna la cabine en deux bonds, donna une bourrade à Artyom pour qu'il débarrasse le plancher au plus vite, et s'empara des leviers. « Dégage ou je t'assomme !» Il ouvrit les bras, et soudain, l'engin, qui devait peser une 50aine de tonnes, commença à tourner sur lui-même avec la grâce d'un danseur. « Magnifique! Les chenilles me manquaient !» lâcha Savélie en riant à gorge déployée. « Par où on commence? Commence par les antennes les plus éloignées. Vire-moi cet engin d'ici. » Derrière le mur d'enceinte, les commandos sans écusson avaient gagné leur position. Peut-être avaient-ils même commencé à préparer le matériel d'escalade, et les tireurs d'élite tissaient leur nid dans les branchages. Si Artyom restait planté au milieu de la cour une seconde de plus, il ne ferait plus jamais rien de son vivant. Aussi se précipita-t-il vers le bâtiment principal, en oubliant son genou. Il vit des silhouettes humaines à travers les branches. Une ombre glissa rapidement à côté du portail. « La radio s'est mise en marche! Il y a une voix! On vous appelle !» cria Mikhail Igor de l'étage. « Ils nous encerclent! Est-ce que je tire ?» demanda Lyoka du haut du toit. Dans un nuage de gaz d'échappement, l'excavateur revenu d'entre les morts passait lentement devant la fenêtre de la salle des transmissions, en armant son bras pour porter le premier coup. « Appel urgent! Répondez !» crachota le casque. Qui pouvait les appeler à un moment pareil? Et pourquoi êtes-vous demeuré silencieux jusqu'à maintenant? L'air manquait à Artyom. Il s'approcha de la fenêtre, l'ouvrit et respira les fumées doucereuses de l'engin. Avec l'air, le son pénétra dans la pièce. « Nous vous ordonnons de quitter le bâtiment immédiatement. Déposez vos armes. Nous vous promettons la vie sauve. » criait quelqu'un dans un mégaphone. « Sinon... »« Celle-là! La plus éloignée !» lança Artyom à travers la fenêtre,
en joignant le geste à la parole. L'excavateur tonna de ses os rouillés et suivit la direction indiquée. Aurait-il assez de force? Aurait-il assez de carburant? « Artyom !» crépita au plus fort de sa petite voix le casque posé sur la table. « Artyom, est-ce que tu m'entends ?» Il le leva trop lentement, réticent à le passer sur sa tête, réticent à se boucher les oreilles. La mitrailleuse sur le toit cracha une rafale. Un coup de semonce? Ou l'assaut venait-il de commencer? « Qui est-ce ?»« Artyom, c'est moi, Letiaga. »« Quoi? C'est Letiaga, Artyom. Groupe A, Rhésus négatif. C'est moi, quoi. Qu'est-ce que tu fais là? Tu as entendu? Les rouges brouillaient les ondes, je suis pas fou. Ils brouillaient le monde entier. Nous sommes les seuls imbéciles à vivre sous terre. Je vais démolir toutes leurs saloperies. Dis à Melnik, dis-lui que... Attends, est-ce que tu m'entends, Artyom? Arrête, Artyom. Il ne faut pas. Attends. Je peux pas attendre. Il y a des rouges ici, ils nous encerclent. Ils donnent l'assaut. Nous allons y passer, mais nous aurons le temps de bousiller ces brouilleurs jusqu'au dernier. Non, non, vous n'allez pas y passer. Nous trouverons un accord. Ne touche à rien. La mitrailleuse grogna de nouveau, et un staccato retentit à l'intérieur du bâtiment. On tirait à l'étage. Avec qui? Avec les rouges? Vous allez trouver un accord? Ce sont pas les rouges, Artyom. Il y eut un bruit sec et puissant derrière la fenêtre, qui se répéta. Puis on entendit un grincement métallique, comme un rideau qui se lèverait d'un horizon à l'autre. L'acier fatigué gémit, et un mât fauché tomba lentement, majestueusement, le long du bâtiment. La terre trembla. Trop tard. Ici, tout est terminé. On envoie tout au diable. Non, il faut pas tout casser. Je sais. Nous savons pour l'existence des brouilleurs. C'est pas ce que tu crois. Je peux arrêter ces gens. Je vais les arrêter. Il y aura pas d'assaut. Tout ce que je te demande, Artyom, c'est de m'attendre. Attends-moi. Je t'expliquerai. Le bruit de ferraille se fit entendre de nouveau. Qui sont-ils? Réponds. Pourquoi tout ça? Artyom arracha le casque et sortit la tête par la fenêtre. Un homme en gris pendait le long de la palissade, accroché au barbelé. Il essayait de se défaire de ses liens, mais les forces avaient déserté ses bras. L'excavateur brandit de nouveau son bras. « Cessez le feu! Suspendez l'assaut! L'ordre! Melnik !» criait Letiaga à quelqu'un. « Artyom! Artyom! Ils vont attendre! Attends toi aussi! Je suis en route, tu entends ?» La mitrailleuse suspendit ses rafales. Les hommes en gris avaient-ils reflué? Ou un sniper avait-il abattu Lyoka? Les racines en béton d'un autre baobab s'arrachèrent à la terre, et son faîte dit adieu au ciel. Nous sommes du même sang, toi et moi. Le sommes-nous, Letiaga? Qui, si ce n'est toi? Arrête! Arrête! Artyom se pencha par la fenêtre pour que Savélie le vît. L'excavateur fit une pause. Quant à l'antenne dont on avait déjà sapé les fondations, elle poursuivit sa chute inexorable devant la fenêtre. Artyom expira la fumée noire et fit confiance au casque. Il était incapable de ne pas le croire. « J'attends, Letiaga. J'attends. » « Vous avez quel âge ?» demanda Mikhaïl à Artyom. Igor était le plus petit des deux, et le plus futé. Mikhaïl avait été taillé de façon plus grossière, et son surcroît de chair ralentissait son esprit. Artyom arrivait enfin à les distinguer l'un de l'autre. « 26 ans,
répondit Artyom. Je les ai eus en mars. Du signe du bélier? Demanda Igor. J'en sais rien. C'était le 31. Un jour de plus et je serais né le 1er avril. Le jour des imbéciles. J'aurais peut-être dû patienter. Bélier. Têtu. 26? Lâcha Mikhail en levant ses sourcils. La vache, je vous les aurais pas donnés. Et tu m'en aurais donné combien? Bah, je sais pas, la quarantaine. Merci bien. N'écoute pas ces imbéciles, dit Arseny en s'arrachant un poil de la barbe. Pour eux, tout ce qui dépasse la vingtaine entre dans la quarantaine. Et vous, quel âge avez-vous? J'ai 17. Et moi 19. Étrange, dit Artyom après quelques secondes de réflexion. Vous avez tous les deux moins de 20 ans? Et vous êtes nés à la surface? Artyom fut-il surpris quand le véhicule s'arrêta devant les grilles? Oui, assurément. C'était le même 4x4 blindé qu'il avait arrosé de plomb, en lui donnant la chasse sur la rue Tverskaya. Le même. Une lourde portière s'ouvrit, et Letiaga sauta dans la poussière sans masque à gaz. « Je suis seul. Laisse-moi entrer. » Le tout-terrain se referma et partit en marche arrière vers la chaussée des enthousiastes, vers les éoliennes. Artyom observa les écrans de contrôle avant d'entr'ouvrir la grille. Letiaga secoua la tête, gonfla les joues, coula un regard en coin vers Artyom et l'étreignit. « T'as vraiment une sale gueule, frangin. »« Qu'est-ce que tu veux? C'est le travail en plein air. »« Ouais, le travail. Ça, on peut dire que tu t'es surpassé. »« Moi? Le Viog va t'en passer une sévère. Allez, au poste radio. » Artyom le conduisit à l'intérieur. Arseny et ses fils les attendaient dans le couloir. Sur le toit, Lyoka observait les arbres. Savélie s'était roulé en boule dans l'excavateur. Les hommes en gris avaient promis l'armistice, mais ils n'avaient posé aucune condition, et c'était inquiétant. « Qui c'est » demanda Letiaga d'un air soupçonneux, en désignant le trio du menton. « Des gens. Ce sont des gens, frangin. Des survivants d'une autre ville, de Mourom. Ils sont venus nous sauver, toi et moi. »« De Mourom » demanda Letiaga à Arseny. « C'est au nord, ça, non ?»« C'est à l'est de Moscou, » répondit l'autre. « Et de qui comptes-tu nous sauver, mon père? Du diable cornu? Un gars comme toi, je ne peux le sauver que de lui-même. » Bon, il est où ton Melnik? Je commence à en souper. Artyom s'était dirigé vers la salle de radio en contournant l'opérateur. Il n'avait tourné le dos à Letiaga que l'espace d'une seconde. On s'agita derrière lui. Il se retourna au bruit de l'air qui se comprimait et se détendait, de bulles qui éclataient, parce qu'un frisson lui avait dévalé le dos. Les trois nouveaux venus étaient étendus par terre, et Letiaga, avec la grâce d'un héron, se déplaçaient de l'un à l'autre pour confirmer leur mort d'une balle dans la tête. En voyant Artyom, il lâcha son stechkin et leva les bras. Une minute ne s'était pas écoulée qu'il avait fait passer 3 hommes de vie à trépas. « Mais qu'est-ce que... Pourquoi ?» Artyom accrocha sa combinaison du guidon de la Kalachnikov. Ses mains tremblaient. Mais Letiaga était un homme patient, et il attendit d'être mis en joue convenablement. « Mais des gens de Mourom sont venus chez nous? Et toi? Mais espèce de... » Doucement, Artyom, doucement. Calme-toi. Ordure! Mais t'es comme eux! Un chien! Écoute, calme-toi. C'est fini. Qu'est-ce qui est fini, hein? Pourquoi tu les as tués? Arseny et Igor ne s'étaient pas départis de leur sourire. Ils avaient un trou dans le front,
et des lèvres rieuses. Mikhail, lui, était sérieux. Le sol était couvert de poisse. Impossible de ne pas marcher dedans. Ce sont des espions. Nous avons des ordres, Artyom. Quels ordres? Qui a des ordres? De qui viennent-ils? Des ordres au sujet du démasquage. Enfin, de la prévention du démasquage. Melnik, qu'il t'explique ça lui-même. À genoux, les mains sur la tête, que je les vois. À genoux! Tu me suis jusqu'à la salle des communications. Allez, plus vite! Il est où, ton Melnik? Il est où? 2 secondes, je trouve la fréquence. T'inquiète pas. Je te comprends, ok? Mon colonel? Le casque, sur la table. Écarte-toi. Mets-toi dans le coin. Artyom! Demanda une voix chuintante. Artyom, tu es là? C'est quoi? C'est quoi tout ça? Dis-moi ce que c'est. Je compte jusqu'à 3, t'as pigé, vieux schnock? Que se passe-t-il ici? Pourquoi ce toit au-dessus de Moscou? Pour nous cacher le reste du monde? Pourquoi m'as-tu menti? Pourquoi? Espèce de vieux salopard de cul-de-jatte! Pourquoi est-ce que tu m'as menti pendant tout ce temps? Ce n'est pas un toit, Artyom. Melnik venait d'avaler toutes les couleuvres, sans un haut-le-cœur. Ce n'est pas un toit, c'est un bouclier. Un bouclier? C'est un bouclier, Artyom. Ces brouilleurs ne cachent pas le monde aux moscovites. Ils cachent Moscou au monde. Pourquoi? Qu'est-ce que c'est que ces conneries? La guerre n'est pas finie, Artyom. Nous ne sommes pas les seuls survivants. Nos ennemis ont survécu, eux aussi. L'Amérique, l'Europe, l'Occident. Ils disposent encore d'une partie de leur arsenal. Et s'ils ont cessé de nous bombarder, c'est uniquement parce qu'ils croient que nous avons tous clamsé. Qu'il n'y a plus rien ici. Que tout a été annihilé. Si nous venions à être démasqués, par quelque moyen que ce soit, radio ou infiltration, s'ils venaient à savoir, et crois-moi, ils le désirent plus que tout au monde, s'ils venaient à nous découvrir, nous serions aussitôt réduits en poussière. Tous, tu m'entends? Ne touche pas à ces antennes. Mais ça fait un siècle que la guerre est terminée. Elle ne s'est jamais terminée, Artyom. Jamais.